Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Avec une consommation annuelle de plus de 1000 mètres cubes d'eau par habitant, le Liban fait partie des pays les mieux lotis du Moyen-Orient. Pourtant, les Libanais manquent cruellement d'eau. Près de 40 ans après la fin de la guerre du Vietnam, une Française d'origine vietnamienne engage des poursuites contre les géants de la pétrochimie, accusés d'avoir produit l'agent orange qui aujourd'hui encore fait de nombreuses victimes. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Le pays vieillit et il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi d'ici 10 ans. Nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses de la maison Hermès à Paris, au cœur de l'artisanat des selles d'équitation, du sur-mesure dans un atelier unique au monde. Cap sur le Burkina Faso, où à 6 mois de l'élection présidentielle, le pays est à mi-chemin entre révolution et démocratie. Après la chute de Blaise Compaoré, c'est la génération Sankara qui reprend le flambeau. Les cyberattaques se multiplient en France avec plus de 20 000 enregistrées au lendemain des attentats de Paris. La plus spectaculaire est celle qui a visé TV5 Monde le mois dernier. Faut-il aujourd'hui redouter un attentat d'origine cyber ? Et direction Nicaragua, le pays au taux de criminalité parmi les plus bas d'Amérique centrale, pour comprendre comment les autorités parviennent à éviter la contagion de violence qui sévit dans la région. Le pays du cèdre est aussi le pays de l'or bleu. Avec plus de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Liban fait partie des pays les mieux lotis du Moyen-Orient. Pourtant, les Libanais manquent cruellement d'eau. Considéré comme le château d'eau du Moyen-Orient, le Liban possède, par rapport à ses voisins, des ressources hydrauliques considérables dont la gestion demeure pourtant très approximative. Seuls 10% de ces ressources sont exploitées et le pays affiche un taux de perte de l'ordre de 40%. Un taux de perte en partie lié au manque d'entretien des réseaux d'adduction. Les experts de la Banque mondiale sont clairs. Le Liban connaîtra des pénuries d'eau chroniques d'ici à 2020 si aucune mesure n'est prise pour améliorer la gestion de l'offre et de la demande en eau. Céline Medeb. Des toits couverts de citernes. À Beyrouth, en ce début de printemps, elles sont pleines, mais à l'été, les coupures vont se multiplier. Il faudra alors les faire remplir par des sociétés privées. On a un vrai problème d'eau. On a plus d'eau à partir de juillet jusqu'à novembre. Cette eau vendue à prix d'or vient d'endroits comme celui-ci. Un puits a été creusé dans la cour de cette usine désaffectée. Il y en aurait plus de 20 000 à Beyrouth et dans la région du Mont-Liban. Le gérant nous affirme qu'ici, tout est légal, ce qui est plutôt rare dans ce juteux business. Il y a des gens qui creusent des puits, qui n'ont peut-être pas d'autorisation et dont l'eau n'est peut-être pas propre. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont besoin d'eau. Et puis ils la vendent parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tous les Libanais. Il n'y a pas d'eau au Liban. Pour faire face à la situation, le gouvernement a décidé, il y a 15 ans déjà, de construire 18 barrages. 7 projets ont été lancés, mais tous rencontrent un problème majeur. Les roches karstiques de la montagne libanaise sont pleines de failles qui laissent l'eau s'infiltrer en sous-sol. Cet expert en infrastructure coordonne la lutte des associations anti-barrages. Il soutient que la montagne agit comme un gigantesque réservoir naturel dans lequel il suffirait de creuser des puits pour subvenir aux besoins du pays. Selon lui, la raison d'être des barrages est loin d'être celle affichée officiellement. C'est principalement la corruption, pour une raison très simple, c'est qu'un barrage, ou tous ces barrages-là vont coûter peut-être dans les 2 milliards de dollars. Donc quand on fait des projets à des milliards, on touche des centaines de millions, alors que les alternatives, ce sont des alternatives à quelques dizaines de millions de dollars, et là peut-être il n'y a rien à toucher. Pour Fadi Komer, chargé du dossier au ministère de l'Eau, les solutions alternatives ne tiennent pas la route. Pour autant, il ne nie pas l'existence de la corruption. Pas chez moi. Peut-être qu'il y a d'autres institutions, comme je t'ai dit, ou bien organismes qui font des travaux d'infrastructure hydraulique ou autres et qui ne se placent pas sous la tutelle de la Cour des comptes. Je suis un des rares au Liban qui font la guerre à la corruption. Le ministère affirme que le pays est entré cette année dans une période de déficit structurel en eau. Raison avancée, l'installation de plus d'1 million de réfugiés syriens sur son territoire et le réchauffement climatique qui pourrait lui coûter 30% de ses ressources d'ici à 2030.
Près de 40 ans après la fin de la guerre du Vietnam, une Française d'origine vietnamienne engage des poursuites contre des géants de la pétrochimie. Elle les accuse d'avoir produit l'agent orange, un défoliant très toxique déversé par l'aviation américaine et qui aujourd'hui encore fait de nombreuses victimes. Environ 5 millions de Vietnamiens ont été touchés. L'impact laissé par ce produit chimique toxique sur la santé humaine et l'environnement est encore très présent. Les dégâts montrent encore les supplices des habitants qui ont été mutilés. Ces drames ont été qualifiés de plus grande guerre écologique de l'histoire de l'humanité et sont dus à l'action chimique du défoliant appelé agent orange, stocké dans des tonneaux marqués à la couleur orange. Aujourd'hui, le Vietnam est encore un pays brisé. Le paysage y est toujours défiguré par les cratères des bombes et la population continue à vivre dans la pauvreté malgré les avancées économiques et technologiques du pays. Nicolas Jaillard, Marie Deschamps. Cu Chi, à quelques kilomètres d'Ho Chi Minh Ville, un des plus grands maquis des combattants Viet Cong contre les Américains. Tran To Na, franco-vietnamienne de 73 ans, combattait aux côtés de la guérilla communiste. Elle a échappé aux bombes, mais pas à l'agent orange, un défoliant très puissant largué par avion. Nous sommes en 1967. Alors je vois de loin un avion qui passait. Au lieu de nous encercler, alors il passait et il y a comme un nuage qui tombait. Un nuage comme ça assez gras, assez épais, mais qui tombait très très vite. Et tout de suite, j'ai reçu comme une sorte de liquide gluante qui me trempait. Et bon, ça me fait tousser beaucoup. Plus de 80 millions de litres de défoliants ont été épandus par les Américains pour tuer la végétation et démasquer les combattants Viet Cong. Na a été contaminée par la dioxine contenue dans l'agent orange, comme 3 millions de Vietnamiens. Non seulement elle est malade, mais elle a transmis le poison à ses enfants. Dans le maquis, la jeune femme d'alors a donné naissance en 1968 à une petite fille apparemment en bonne santé. C'était un bébé normal de 3 kilos, un bébé très beau, très joli. Mais après 2 jours, sa peau commence à se délabrer. Et puis après, elle ne grandissait plus. Viet Ai mourra quelques mois plus tard de la tétralogie de Fallot. Na donnera naissance à 2 autres filles dont l'aînée est atteinte comme elle de l'alpha-thalassémie. Encore une fois, je culpabilise. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour transmettre à mes enfants ces maladies incurables? Et maintenant, je sais que c'est pas moi la fautive. Moi, maintenant, on peut désigner le criminel pour mes enfants que pour les maladies de mes enfants. C'est qui pour vous alors? C'est la dioxine. Na a compris l'origine de ses malheurs il y a 10 ans, lors d'un voyage dans cette province de Tay Binh. Ici, des milliers d'enfants de la 2e et 3e génération naissent avec des handicaps. En train de faire une crise. Comme cette fille de soldat, née après la guerre. Vous ne pouvez pas imaginer leur souffrance. On a d'abord cru qu'elle était folle. On cherchait des traitements. C'est longtemps après qu'on a su qu'elle était victime de l'agent orange. Depuis quand ça a empiré? Depuis qu'elle est aveugle, elle est dans cet état. Quand elle a eu 16 ans. Elle a 38 ans maintenant. Sa mère et son père ont été sur tous les fronts pendant la guerre, au contact de l'agent orange. J'avais 22 ans quand on s'est mariés. On était un beau couple. Notre destin, lui, est malheureux. Tu es courageuse. C'est en rencontrant ces familles que Tran To Na s'est décidée à témoigner puis à porter plainte en France. Au nom des victimes, elle attaque Monsanto, Dow Chemical et 20 autres sociétés qui ont livré l'agent orange à l'armée américaine. Tran To Na, défendu par l'avocat français William Bourdon, a aussi reçu le soutien des vétérans vietnamiens. En 2009, ils avaient demandé réparation devant un tribunal de New York, en vain. Na est leur dernier espoir. Le gouvernement américain a consenti des aides financières pour ces vétérans qui ont été au Vietnam et qui ont été empoisonnés par l'agent orange. Il y a une grande injustice à l'égard de nos victimes.
alors que ce sont bien et le gouvernement américain et leurs firmes qui sont les principaux responsables. Le premier acte du procès contre l'industrie chimique américaine commence aujourd'hui en France. La procédure durera de longs mois encore. On se retrouve dans quelques instants. L'Allemagne n'a pas assez de main-d'œuvre qualifiée et ce problème va s'intensifier dans les années à venir. Le pays vieillit et il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi d'ici 10 ans. Pour y remédier, Berlin veut instaurer une nouvelle culture d'accueil, voire même un système d'immigration sur le modèle canadien, avec une grille de points permettant de présélectionner les candidats les plus qualifiés. Depuis le début de l'année, les parlementaires de la majorité ont relancé le débat en plaidant pour une réforme. Leur conviction est que l'Allemagne doit faire davantage pour attirer sur son sol de manière ciblée les étrangers qualifiés et les étudiants des pays tierces. C'est un sujet signé Anne Maillet. À Hambourg, c'est un tapis rouge que l'on déroule pour les immigrés hautement qualifiés. Raounat Govindaraju vient tout juste d'être recruté par une grande entreprise spécialisée dans l'informatique. C'est ici, dans le centre de bienvenue de la ville, qu'il va faire toutes les démarches administratives nécessaires à son installation. Ici, pas besoin de tirer un ticket et d'attendre son tour pendant des heures. C'est une grande aide, car la plupart des Indiens ne comprennent pas l'allemand, donc ça facilite beaucoup d'avoir ces informations en anglais. En une heure, la famille est enregistrée, elle dépose sa demande de permis de séjour, crée son compte bancaire et obtient toutes les informations nécessaires pour bien vivre à Hambourg. Nous voulons éviter aux étrangers qui s'installent chez nous de se noyer dans notre administration. Quand quelqu'un débarque, qu'il décide de vivre ici, la moindre des choses, c'est de l'aider et de faire en sorte que cette nouvelle étape de sa vie se passe aussi bien que possible. Un service essentiel pour ce pays qui vieillit. Sans les étrangers, il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi dans les 10 ans. Alors les autorités et les entreprises font tout pour attirer de la main-d'œuvre hautement qualifiée comme Heather et Al. Heather est originaire de Californie, Al de Taïwan. L'installation clé en main proposée par la ville et le producteur de jeux vidéo qui les emploie les a convaincus. Cela a clairement facilité ma décision de venir m'installer en Allemagne. Je savais que j'allais bénéficier de cette aide supplémentaire pour m'aider à démarrer. Si une entreprise qui recrute des talents à l'étranger arrive à convaincre les autorités qu'une personne est vraiment un atout pour le pays, alors oui, pour ce futur employé, tout devient alors beaucoup plus simple. Dans cette entreprise en pleine expansion, on recrute à tour de bras. 59% des salariés embauchés ces 12 derniers mois sont étrangers. Pour le PDG, un franco-tunisien, cette culture d'accueil est indispensable. L'objectif et mon ambition n'est pas simplement d'avoir les gens qui nous rejoignent, mais d'avoir que les employés qui nous rejoignent dans une bonne disposition et avoir une image positive non seulement du groupe qui rejoignent, mais du pays qui rejoignent. L'Allemagne envisage même d'instaurer un système d'immigration à points sur le modèle canadien, pour sélectionner les plus performants et les aider à rejoindre plus facilement le pays. Mais pour les spécialistes du marché de l'emploi, l'urgence est ailleurs. Confrontée à une vague migratoire sans précédent, l'Allemagne ne tire pas assez profit de la main-d'œuvre étrangère qui se trouve déjà sur son territoire, comme les demandeurs d'asile. À Berlin, dans cet atelier géré par une association, une vingtaine de réfugiés découvrent les métiers de l'artisanat. Ici, on découvre 6 métiers différents. Une fois ce stage terminé, je veux apprendre l'un d'eux pour pouvoir ensuite trouver un bon emploi dans une bonne entreprise. Avec ce projet, ça me permet de sortir, pour moi d'apprendre quelque chose. Et puis, je trouve que c'est une aubaine. Mais ce projet reste une exception. Ce n'est que depuis l'année dernière que les demandeurs d'asile sont autorisés à exercer un emploi 3 mois après leur arrivée dans le pays. L'Allemagne commence tout juste à se faire à l'idée que ça n'a pas de sens de laisser ces gens sur le bord de la route. Et puis avec le changement démographique, on a vraiment besoin d'eux. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Selon l'OCDE, l'Allemagne est désormais la 2e destination des travailleurs immigrés après les États-Unis. 8 millions d'étrangers y vivent actuellement.
Une main-d'œuvre que l'Allemagne commence à peine à apprécier à sa juste valeur. C'est l'une des plus anciennes institutions françaises, connue pour ses carrés de soie et ses sacs à main. La vénérable maison Hermès façonne aussi depuis 170 ans les meilleurs harnais et selles d'équitation. Du sur-mesure dans un atelier unique au monde, un trésor de savoir-faire depuis 1837. Et c'est au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, une adresse mythique au cœur de la capitale française, que sont confectionnés ces petits chefs-d'œuvre d'artisanat. Car chez Hermès, la selle est taillée et cousue pour s'adapter à la morphologie du cheval. 7 kilos de cuir, finement ouvragé par des artisans d'exception. Reportage dans cet atelier plus que centenaire, logé sous les toits, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est un sport où l'on gagne à 2. Entre le cavalier, Simon de Lestre, et son alezan, Ryan des Ayettes, il faut la plus fine des connivences. Et cela passe par un petit chef-d'œuvre d'artisanat. 7 kg de cuir cousu main, comme une seconde peau, qui fait toute la différence. La selle. Voilà. Le premier contact avec le cheval, bien sûr, c'est la selle. Le point douloureux numéro 1, c'est quand même leur dos à la base, parce qu'on est quand même assis sur leur dos et puis ils font des efforts, c'est toujours c'est un peu comme nous, de toute façon on a toujours mal au dos. Donc le fait d'avoir une selle qui correspond au dos de chaque cheval permet de diminuer tout ça et de les mettre dans un confort vraiment optimum. Du sur-mesure. Chacun de ces pur sang a sa propre selle, adaptée à sa morphologie et patiemment cirée entre chaque compétition. Ça c'est vraiment la selle qui est faite pour le dos du cheval. Celle-ci, elle suit Ryan partout et quels que soient les concours, Ryan va, s'il reste là, elle reste là, s'il va au concours, elle va au concours. Voilà, voyager déjà, elle a fait Doha, Los Angeles, puis tous les concours européens. C'est une selle qui a un peu de vécu. Et c'est un modèle Hermès, le nec plus ultra de la sellerie. Avant de se glisser entre le cavalier et sa monture, la selle a été façonnée par les meilleurs artisans. Tout se passe au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, une adresse mythique tout près des Champs-Élysées. L'atelier est logé sous les toits. Ici, on travaille en silence. Chaque selle demande 40 heures d'effort. Isabelle est au début de la chaîne. C'est une coupeuse. D'abord, elle jauge les peaux avec son regard au laser. Celle-ci est très belle. Bon, j'ai repéré quelques petits défauts au vert, comme ici par exemple. C'est vraiment très léger à l'œil, mais moi je le vois de suite. Et donc ce genre de défauts seront éliminés puisque, étant donné que cette peau-là sera tendue sur la selle, ça pourrait être un élément de déchirure pour plus tard, donc c'est à bannir, quoi. Attention à ne pas confondre la peau et le cuir. La peau est plus fine et vient du veau. Le cuir est plus épais et vient de la vache. Pour les deux, l'origine est française. Donc c'est un cuir qui est beaucoup plus épais. Ça fait partie pour moi aussi des peaux précieuses, au même titre que peuvent l'être le crocodile ou ce genre de peau, quoi. Pour le dessous de la selle, qui sera au contact du cheval, Isabelle prend du cuir plus résistant. Pour le dessus, elle utilise de la peau, plus souple, une peau entière. Je force un petit peu, hein. C'est vrai que ça fait à peu près un peu plus de 2 mm d'épaisseur. Donc du coup, je force pour vraiment avoir une coupe du premier coup, si c'est possible. Mais avec un outil bien affûté, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme un puzzle. Isabelle apporte ses pièces à Vincent, le maître sellier. Je te dérange pas? Non, vas-y. Voilà. Il vérifie que la découpe est juste et franche. Non, pour moi, ça me convient. Non, c'est bon. Dans cet atelier unique au monde, les artisans ont le goût de la perfection. Et ils ont aussi un point commun, en dehors du travail. On est tous venus, en tout cas, à l'atelier selle, parce qu'avant tout, on était tous cavaliers, quoi. C'est vraiment l'amour, le cheval, et en même temps l'amour du cuir qui fait que ça nous a amené à ça.
Du premier geste au dernier, il y a 12 étapes et plusieurs métiers. Tapisserie, menuiserie, couture. Un trésor de savoir-faire depuis 1837. Et une mémoire infaillible. Dans ces registres, les 30 000 selles fabriquées par la maison. Voilà, là par exemple, j'en ai un où on retrouve donc le numéro de la selle, toutes les mesures, les cuirs utilisés, l'année où elle est sortie de l'atelier. C'est toute l'histoire de la sellerie chez Hermès. C'est vraiment notre métier. Et on est fiers quand même d'en faire partie, d'avoir son nom sur ces registres. Ça y est, la selle est prête. Il ne reste plus qu'à la casser, c'est-à-dire à l'assouplir. Ce sera fait en quelques heures de monte. Il faut qu'au final, la selle, elle se sente plus ni par le cavalier ni par le cheval. Que le cheval et le cavalier, ça fasse qu'un seul, et que la selle, elle disparaisse. Et là, on sera content. Retour avec Simon, le champion de sol obstacle. Il vient de recevoir sa nouvelle selle. Tiens, on va enlever une fois le tapis pour la poser une fois sans tapis pour voir un peu. Premier essayage. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de jour, qu'elle est vraiment posée sur le dos du cheval parfaitement. Demain, Simon sera à Hong Kong, à Leipzig ou à Dubaï. S'il monte sur le podium, il pourra remercier son cheval. Et cette selle qui les a portés vers le succès. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. Direction à présent le Burkina Faso qui, après la révolution d'octobre dernier, se trouve aujourd'hui face à un tout nouveau défi, celui de la démocratie. C'était il y a 6 mois, un régime au pouvoir depuis 27 ans était chassé d'un grand coup de balai. L'homme fort non seulement du Burkina mais de toute la région avait voulu changer la constitution pour briguer un 3e mandat. Le Parlement lui semblait acquis, mais pas le peuple. Et seulement quelques jours de manifestation ont suffi au final donc pour chasser Blaise Compaoré de son palais de marbre vert. Le président burkinabé, qui était intervenu dans plusieurs crises chez ses voisins, a finalement été victime de la sienne. À 6 mois des prochaines élections, le Burkina se trouve à mi-chemin entre révolution et démocratie. Et c'est la génération Sankara qui a repris le flambeau, car il est difficile de comprendre le soulèvement contre Blaise Compaoré sans évoquer l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. La jeunesse, elle, se veut être la digne héritière de celui qui a longtemps été surnommé le Che Guevara africain. C'est un reportage de Julien Sauvager. Viens faire un tour sur ma moto, monsieur le président. Monsieur le président. Y a de la place sur ma moto, bien au chaud. L'invitation est directe, sans concession. Par ses textes engagés, souvent censurés, ce rappeur franco-burkinabé a lutté contre le régime de Blaise Compaoré. Monsieur le président, maintenant il faut reculer. Vous avez raison d'avoir peur, on peut se faire braquer. Serge Bambara, dit se moquer, était en première ligne lors des manifestations de fin octobre 2014. Le centre-ville, il vaut mieux l'éviter, car il est envahi par des manifestants énervés. Peu importe ce qu'ils scandent, crient ou réclament, ce qui est sûr, ce n'est certes pas de la réclame. Mais voici votre cité, dite en chantier, celle dont vous présidez à la destinée. 6 jours de manifestations monstres et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Après 27 ans de règne sans partage sur le pays, le président démissionne et abandonne son projet de modification de la Constitution qui devait lui permettre de rester au pouvoir. C'est le rond-point des Nations Unies. Et là, on ne pourrait plus passer là. C'est là, le premier jour où on a subi les gaz des CRS, c'était là. Le jour de la manifestation de l'opposition, tout le quartier était en ébullition. Et pour nous, il n'était pas question que ça s'arrête là. L'Assemblée nationale part en fumée, sous les cris de joie de la foule.
6 mois plus tard, Smoke l'insoumis revient devant les vestiges de l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est pour y donner un concert. Smoke ne se soumet à personne. À personne. Un symbole fort. Smoke ne se soumet à personne. Personne. Lui qui n'aurait jamais osé imaginer un tel dénouement. 1. Je ne ressemble à personne. 2. Personne. Autour de lui, les Cibales, les militants du ballet citoyen, un collectif responsable du coup de balai qui a chassé Blaise Compaoré. De principe, personne ne les consomme sans condom. Qu'on puisse ensemble se remémorer le prix que la jeunesse burkinabé et que le peuple burkinabé a dû payer pour se libérer de 27 ans de dictature. Et il s'en réjouit encore, comme un gamin. Il n'y a plus de dorure, il n'y a plus rien. Viens voir, tu vas voir. Tu veux voir quelque chose qui a de la gueule, viens voir. C'est ici que les décisions se prennent pour l'avenir, entre guillemets, de la nation. Et finalement, qui se révèle, en tout cas en ce jour du 28, qui se révèle être des décisions de pérennisation d'un seul individu au pouvoir. Et voilà le résultat. Dans ces ruines, lui et ses camarades révolutionnaires du ballet citoyen verraient bien un musée, avec une nouvelle assemblée construite juste derrière. On va essayer de faire les plans de sorte qu'ils soient obligés de traverser l'ancienne assemblée pour accéder à leur bureau, de façon à ce qu'ils s'en souviennent toujours. On doit se dire tout le temps qu'on est en mission pour le peuple. Et si on ne le fait pas, voici ce qui pourrait arriver. On ne voudrait pas que ça arrive encore une deuxième fois. Et c'est pour ça qu'on préfère le garder comme ça. Il faut que ça reste un exemple. Devenus des héros de la Révolution, les membres de ce collectif refusent pourtant de se présenter aux élections législatives et présidentielles de l'automne prochain. Par rapport au mouvement Le Ballet Citoyen, d'abord nous avons des objectifs. Et ces objectifs, c'est de contribuer à maintenir une veille citoyenne permanente. Alors on ne peut pas être à la fois juge et parti, on ne peut pas être membre du gouvernement et en même temps pouvoir critiquer la façon dont est géré ce gouvernement-là, dont la chose publique est gérée. Prudents face à la transition politique mise en place par les militaires, les Cibales, les militants du ballet citoyen, veulent rester vigilants. Les Cibales sont là, opération Manamana générale. Nous sommes des Cibales, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des Cibales, nous sommes des sentinelles. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à l'appel. Qu'est-ce que vous faites? On répond à l'appel. À vos balais. Pour bâtir un État. Vendeur de rue, Boubacar est l'une de ces sentinelles. Sans diplôme ni avenir, il survit de petits commerces. Fier d'avoir participé à cette révolution, il nous fait visiter l'ancien siège du CDP, le parti de Blaise Compaoré, détruit lors des émeutes. On est venu, on a démoli ça, mais on a fait ça parce qu'on n'a pas fait parce qu'on est agressif. On n'a pas fait ça parce qu'on a envie juste de le faire par esprit, non. On n'est pas des bandits, mais on l'a fait parce que c'est obligé, c'est normal, c'est clair, on est des révolutionnaires. Cette jeunesse révolutionnaire se revendique systématiquement de Thomas Sankara, l'ancien président du Faso dans les années 80, devenu 30 ans plus tard un mythe pour la génération de Boubacar. Surnommé le Che Guevara africain, il affichait volontiers sa proximité avec le peuple et son anti-impérialisme. Il faut vraiment respecter le peuple, respecter aussi le ballet citoyen. Ça fait partie de la découverte, ouais. Parce que le peuple, c'est le peuple même qui a fait bouger le président, qui a fait bouger son frère, bouger toutes ses gouvernances. Ce n'est pas les militaires, ce n'est pas l'État, c'est le peuple. Donc respectez toujours le peuple. Ironie de l'histoire, Blaise Compaoré, accusé d'avoir commandité l'assassinat de Thomas Sankara, est chassé du pouvoir par une foule scandant son nom, 27 ans plus tard. Si le CDP n'est pas interdit, ses membres ayant soutenu la tentative de modification de la Constitution sont, eux, déclarés inéligibles. Direction Ouaga 2000, un quartier huppé situé à proximité du palais présidentiel.
Le représentant du CDP promet malgré tout de présenter des candidats aux élections. À 6 mois des élections, naturellement, nous sommes mobilisés pour gagner. Au bout de 27 ans, quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, où des problèmes restent irrésolus, fort taux de chômage des jeunes, vous ne pouvez pas rester populaire. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça demande de notre part des efforts pour faire les réformes qui sont nécessaires, afin que le CDP demeure crédible dans un projet politique. La destruction méthodique de la plupart des maisons des cadres du régime semble avoir conforté certains de ses anciens dirigeants dans l'idée que cette révolution n'était qu'un coup de sang de la rue, l'œuvre non pas d'une jeunesse révoltée, mais de pilleurs. Un déni de révolution de mauvais augure dans cette période de transition. Surtout que le président déchu, Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire, ne cache pas ses contacts réguliers avec les représentants de son ancien parti. Mais pour Maître Halidou Ouedraogo, opposant historique du régime, ils n'ont pas les moyens de menacer la transition. Nous n'avons pas encore la démocratie, mais nous avons les éléments de la démocratie. Le challenge est important, parce que les forces obscures ne renoncent jamais. Mais l'essentiel est que la population montre toujours ce qu'elle a pu montrer les 30 et 31 octobre, qu'elle est là, qu'elle peut agir, qu'elle peut décider, qu'elle peut changer les choses. De ce point de vue, il n'y a pas de peur. Au siège flambant neuf du ballet citoyen, Maître Guilherme Vekam, l'avocat du collectif, considère que la chute de Blaise Compaoré n'est que le début, qu'une étape de la révolution d'octobre. La véritable victoire sera fêtée donc au lendemain des élections de 2015, où le Burkina va se doter donc d'un président élu sur des bases saines. Et le combat actuellement, c'est justement assainir les bases de notre démocratie, changer les mentalités. Nous disons aujourd'hui, après ton révolte, ton vote. Donc il faut que les jeunes s'inscrivent massivement, qu'ils changent maintenant les choses par les urnes après avoir affronté les armes. Cette jeunesse représente près de 70% des 17 millions de Burkinabés. Mais elle peine encore à prendre conscience de son pouvoir après avoir grandi sous un régime unique où le vote n'avait pas de valeur. On dit bon, on va aborder ça aux étalons comme nous. Mobilisation, action. Gouverner, c'est prévoir et bien évidemment, pour prévoir, il faut disposer donc des idées solides. Nous ne pouvons pas être donc ce que nous voulons être demain sans nous mettre au travail. Bien évidemment, l'avenir donc se détermine à partir du présent. La relève viendra peut-être de ces étudiants, eux qui furent si nombreux dans les rues pour mener cette révolte. À l'université de Ouagadougou, tous les jours, des débats sont organisés par de jeunes militants qui se définissent eux-mêmes comme l'élite de demain. Certaines autorités ne parlent de RSP. En réalité, l'RSP là, c'est qui? C'est les IDA là. Vous ne savez pas? Non, il a changé de treillis, il n'est plus RSP pour le moment, il a changé de treillis. Il faut le laisser pour là. Il faut le laisser pour là. Dans ce pays qui n'a toujours connu que des présidents issus de l'armée et 6 coups d'État depuis l'indépendance, les derniers soubresauts du RSP, le régiment de sécurité du président, l'élite des soldats burkinabés, alimentent les débats sur la crainte d'un coup d'État. Le RSP pense être un régiment intouchable. Et s'ils se sentent et ils savent réellement qu'ils sont ainsi, c'est bien. On les envoie au Nigeria, on les envoie au Tchad. Boko Haram est là, Djadis est là. Affrontez ces derniers, nous on va vous applaudir. Ils sont aussi là pour la protection du peuple, c'est ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas seulement pour protéger le président du Faso, mais également c'est pour protéger l'ensemble des Burkinabés. Oui, il faut toujours dire ce qui est mieux pour pouvoir continuer dans sa vie. Peu de femmes présentes et encore plus rares sont celles qui osent prendre la parole publiquement. Peut-être parce que leurs propos sont plus nuancés que ceux des garçons. Ce problème du RSP, c'est de le résoudre à l'amiable. Parce que nos dirigeants de la transition, même il y a beaucoup qui sont dans le RSP, peut-être préparer même une section spéciale de l'armée pour eux. Peut-être anti-criminalité, anti-terrorisme, former des gens comme ça pour ce truc. Mais si on doit en tout cas se faire la bagarre, c'est pas intéressant.
Ça va. Un autre tiré. Le RSP, ça pose la question de la sécurité, de l'éthique militaire, du niveau de notre démocratie. Une démocratie à la treillis, je ne pense pas qu'elle soit démocratique. Une société où les Kalash résonnent derrière le palais, je ne pense pas que c'est ce type de démocratie qu'on veut. Les 6 prochains mois avant l'élection présidentielle seront cruciaux pour savoir si le Burkina Faso a réussi ou non sa révolution. Suite au crépuscule de l'ancien régime, l'aube d'une nouvelle démocratie ne demande qu'à naître ici, au pays des hommes intègres. C'est ma génération qui fera changer les choses. Génération arc-en-ciel, génération qui s'oppose. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Depuis le mois de janvier, la France connaît une vague de cyberattaques sans précédent. 19 000 sites internet piratés par des hackers anti-Charlie Hebdo, une semaine seulement après l'attentat. Et en avril, c'est TV5 Monde qui subit un piratage massif qui entraîne l'interruption de la chaîne et de ses programmes. C'est la première cyberattaque de grande ampleur sur un média revendiqué par le cybercalifat, un mystérieux groupe de hackers. Alors que les intrusions sur Internet se multiplient, certaines pourraient avoir des conséquences beaucoup plus graves. Car plus nous sommes connectés, plus nous sommes vulnérables. Et les sites industriels, comme les centrales électriques ou nucléaires, n'échappent pas à la règle. Faut-il redouter un attentat d'origine cyber? Élément de réponse dans ce reportage de Farah Boucherac et Claire Williams. Alerte à Douai, dans le nord de la France. Des hackers perturbent les ordinateurs d'un régiment. Ces soldats tentent de trouver une parade. Je regarde vis-à-vis de ce qui se passe. Donc là, c'est une intégrité système, donc on va regarder à quoi ça correspond. L'attaque est fictive. Il s'agit en fait d'un exercice de simulation. La France va débloquer 1 milliard d'euros pour sa cyberdéfense. Dans l'armée, les effectifs vont doubler. Ils seront plus de 450 combattants du web d'ici 4 ans. Jimmy est l'un d'entre eux. Après une formation militaire, il s'est spécialisé dans l'informatique. On a besoin de cybersoldats parce que les attaques ne s'effectuent pas entre deux camps qui sont l'un en face de l'autre. Toutes les attaques sont un peu sont basées sur l'informatique et tout ce qui touche le cyberespace. Après les attentats de Charlie Hebdo, la France a subi une vague d'attaques sur des sites internet. 19 000 en une semaine seulement. Mais le vrai cauchemar des états-majors, que des missiles soient stoppés ou des drones piratés. À mon avis, ce n'est pas de la science-fiction. Si nous nous préparons à les contrer, c'est que nous prenons cette menace très très au sérieux, bien évidemment. C'est déjà arrivé? Ça, je ne répondrai pas à votre question. Vous pouvez pas me dire si vous avez déjà contré des attaques sur les systèmes informatiques de la France? Je ne peux pas vous en parler précisément, mais vous avez la réponse dans votre question. Officiellement, la France ne se prépare qu'à la défense. Pourtant, d'autres États sont passés à l'offensive. En 2010, le virus Stuxnet a défrayé la chronique. Sa cible, le programme nucléaire iranien. Il a provoqué l'arrêt d'un 5e des centrifugeuses de la centrale de Natanz. Les codes malveillants ont été injectés de l'intérieur, sans connexion Internet. D'après le New York Times, les États-Unis, avec l'aide d'Israël, seraient derrière cette attaque. Et l'an dernier, des hackers ont visé une aciérie en Allemagne. Un haut fourneau ne s'est pas refermé à temps. Dans son rapport, Berlin évoque des dommages massifs. Les détails restent classés top secret. Des virus peuvent donc détruire des équipements dans le monde réel. Imaginez Paris aux mains des hackers. La distribution d'eau, l'alimentation électrique, les réseaux ferroviaires sabotés à distance. Cette menace, l'ANSSI la prend très au sérieux. L'agence gère la cybersécurité nationale. Ce système industriel miniature sert à former les agents de l'État. Si jamais quelque chose se passe mal sur l'installation, n'importe qui doit être en mesure de claquer l'arrêt d'urgence et puis de pouvoir arrêter l'installation. Tous les équipements industriels sont pilotés à distance par un système central.
On les appelle les SCADA. Ils gèrent la distribution électrique, les canalisations de gaz ou encore l'approvisionnement en eau. Ces systèmes datent des années 60. Depuis, ils se sont informatisés, devenant de fait plus vulnérables. Il faut bien comprendre que ces systèmes-là, les composants que vous avez sur la plateforme, n'ont pas été conçus pour faire face à la menace informatique. Donc aujourd'hui, ces systèmes sont faits, je dirais, pour que n'importe qui puisse en modifier le fonctionnement. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont vulnérables, parce que tous les systèmes industriels ne sont pas accessibles facilement depuis l'extérieur. Nous partons à Cancun à la rencontre des chapeaux blancs. Ce sont des hackers, mais ils se battent contre les attaques des pirates, les chapeaux noirs. Tous sont invités au Mexique par Eugène Kaspersky. Le pape russe de la cybersécurité donne sa conférence annuelle. Let the fight begin. Grâce au virus, il est devenu milliardaire. Pourtant, cet ancien du KGB ne possède toujours pas de smartphone. Mon téléphone ? J'utilise ce vieux téléphone, pas pour la sécurité, mais juste parce que je l'aime bien. Ça fait bientôt 8 ans que je l'ai, et il a toujours la même batterie. Pour infecter une centrale nucléaire, il faut des ressources énormes. Le virus Stuxnet en Iran a demandé des années de travail et coûté des millions de dollars. Copié, modifié, il pourrait inspirer les groupes terroristes. Eugène Kaspersky en est convaincu. J'ai bien peur que ça soit la prochaine étape. Des terroristes traditionnels qui embauchent des ingénieurs pour attaquer les infrastructures critiques. Bien sûr, ils ne sont pas capables de développer ce type de software, mais il leur suffira de payer des hackers professionnels, ou peut-être de les kidnapper, et de les forcer à le faire. Les prochains attentats viendront-ils du cyber ? Ce jeune Américain tente de rassurer les experts de Kaspersky. Rodrigo Bijou infiltre les réseaux islamistes sur le web. Déjà, à 12 ans, il avait créé un forum musulman pour repérer les futurs djihadistes. On n'arrête pas d'entendre que les terroristes vont attaquer les infrastructures critiques. Je trouve ça dingue. Ils mènent des cyberattaques pour avoir l'attention des médias. Ce qui fait peur, par contre, c'est qu'ils en sont capables. On n'a pas vu ce type d'attaque simplement parce que la motivation n'est pas encore là. Derrière leurs ordinateurs ou sur cette plage, les pros de la sécurité restent sur leur garde. Plus de 117 000 cyberattaques ont lieu chaque jour dans le monde et les pirates risquent de frapper de plus en plus fort. Pour protéger les ressources et les données vitales en temps réel, une ligne de défense doit être installée par toute organisation, entreprise ou administration. Un travail collectif entre les institutions gouvernementales est donc essentiel. Encore aujourd'hui, peu d'organisations sont dans cette logique de cybersécurité. L'environnement et les modes d'attaque ont changé et toute l'approche sécurité doit en tenir compte. Parallèlement, la législation devrait évoluer vers une plus grande surveillance, en particulier des réseaux sociaux. La guerre a officiellement pris fin il y a 15 ans au Nicaragua, mais la violence continue de hanter les rues. Les combattants d'aujourd'hui ne portent pas d'uniforme et ils ne luttent pas au nom d'idéologie, mais pour le contrôle de territoire, se limitant souvent à quelques pâtés de maison, voire à un terrain de football. Durant la guerre civile qui a ravagé le pays pendant les années 80, les habitants des régions rurales ont migré en masse vers les villes dans l'espoir d'y trouver la sécurité et du travail. Quand le conflit a pris fin en 1990, quelques 92 000 combattants ont été démobilisés et se sont trouvés précipités dans le chômage et la misère. Le taux de criminalité au Nicaragua figure parmi les plus bas d'Amérique centrale. La police responsable de la sécurité civile, comme l'armée, sont des institutions respectées. Comment le pays parvient-il à éviter la contagion de violence qui sévit dans la région? Laurence Cuvillier, Mathieu Coma. En ce début de réunion, la tension se lit sur les visages. Assis face à face, deux gangs rivaux d'un quartier pauvre de Managua. Et entre eux, des policiers et un psychologue qui essayent depuis plusieurs mois de le réconcilier. C'est la première fois qu'on les réunit. Jusqu'à maintenant, ils ne supportaient pas l'idée de se voir. Tuer dans l'œuf la violence et les conflits, c'est la mission principale des policiers nicaraguayens. Vous ne pouvez pas le nier, il y a un enfant là, en vous. Et sans doute cet enfant s'est senti triste ou blessé.
L'agent montre l'exemple d'un geste de réconciliation. Vous voyez, c'est simple. Les serrements de main sont encore timides, mais le premier pas est franchi. Il y a plusieurs mois, la police a commencé par séparer les groupes et organiser des rencontres avec des psychologues. C'est le début du processus de pacification. La clé de cette stratégie de prévention, la communication constante avec les chefs de quartier, des volontaires qui maintiennent la police informée des problèmes de voisinage et développent avec eux des projets à visée sociale. On va d'abord faire la formation sur les valeurs aux enfants, mais on va la proposer aussi aux parents. La réunion finie, le capitaine Bismarck se rend au terrain de football. Capitaine, on a déjà éliminé toutes les équipes. Fast and Furious. Car c'est aussi la police qui organise et encadre les tournois dans le quartier, en comptant sur l'appui des chefs. On doit connaître tous ces jeunes. C'est la base de notre travail. Avoir une interaction constante avec eux et les leaders communautaires. Et le sport, c'est une des clés pour nous rapprocher d'eux. Cette stratégie semble payer. Au Nicaragua, le taux de criminalité est 8 fois moindre que chez le voisin du Nord, le Honduras. Et les Maras, ces organisations criminelles qui terrorisent l'Amérique centrale, n'ont pas réussi à s'implanter ici. Mais le Nicaragua n'en reste pas moins sur la route du trafic de drogue de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Et certaines régions font face à de graves problèmes d'insécurité. Dans certains endroits de la côte atlantique, nous nous sommes rendus compte que certains groupes de narcotrafiquants incitent les jeunes à consommer de la drogue et à la vendre. Et ainsi, le transit de drogue est facilité dans cette zone. Le capitaine Bismarck sait que de la drogue circule aussi dans le quartier qu'il supervise. Salut toi, comment ça va? Entre 1 et 10, tu vas comment? Quoi, 7 ou 8? Pourquoi? Ce soir, il rend visite à Doña Socorro, dont le fils a des problèmes de toxicomanie. Il assure le suivi de sa réintégration. On va commencer des séances de formation professionnelle si ça t'intéresse. On peut te proposer des séminaires, alors n'hésite pas, hein, tu as mon téléphone. Dieu merci, je vais un peu mieux. Ce serait un mensonge de dire que je m'en suis sorti tout seul. Ils m'ont aidé à retourner au lycée. Sans cet appui, je serais sans doute encore à traîner dans les rues. Pendant leurs heures de service, le capitaine Bismarck et ses agents ne portent pas d'armes. Ici, pas besoin de faire les gros bras. La police nicaraguayenne obtient ses bons résultats avec tout juste 80 millions de dollars par an, un des budgets les plus bas du continent. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.